Bienvenue à tous à cette première d'une série de 3 en lien avec les technologies de l'information et des communications dans cette période si exceptionnelle. Cette série est présentée par l'Axe TIC et Santé du RRSPQ et en tant que responsable du sous-comité développement des compétences et littératie numérique des usagers, j'ai le plaisir d'animer cette série qui débute avec un sujet qui me tient personnellement très à cœur, soit la littératie scientifique. Nos conférenciers aujourd'hui ont accepté récemment notre invitation. Je les en remercie chaudement et ce fut un réel plaisir de préparer tout ça pour vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous apprécierez et que vous en retirez des informations, des outils, des réflexions qui pourront vous être utiles maintenant et dans le futur, puisque c'est disponible en ligne. Je parle bien de la plateforme Comprendre la recherche. Donc, sachez, chers auditeurs, que vous pouvez poser des questions à nos conférenciers en utilisant la fonctionnalité Q&R un petit peu plus bas. Si vous avez des problèmes techniques, on vous invite à utiliser le petit bouton « Converser ». Donc, Q&R, c'est pour les questions en lien avec le contenu du webinaire et Converser pour les questions techniques. Alors, je vous laisse vous présenter, chers conférenciers, Vera et Christian. Commençons par Vera. Bonjour, donc je m'appelle Vera Granikov, je suis une doctorante à l'École de sciences de l'information à l'Université McGill et je travaille aussi comme coordonnatrice de recherche avec l'unité de soutien SRAP du Québec et je mène le projet de littératie en recherche. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Christian Lechon et en fait, j'ai obtenu ma maîtrise en médecine familiale à l'Université McGill et maintenant, je travaille comme coordonnateur de l'application des connaissances avec l'unité soutien SRAP du Québec. Et je travaille aussi sur la ressource en fait, dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui, Vera et Christian vont parler, je vais intervenir un petit peu aussi. Donc, nous allons commencer. Le webinaire, en fait, est divisé en 2 sections. On va se concentrer sur la plateforme, le qui, quoi, comment, pourquoi. Je vais y revenir tout de suite. Ensuite, les auditeurs, vous allez être invités à poser des questions. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, mais ils seront adressés une fois qu'on aura présenté la plateforme. Donc, plateforme, période de questions. Ensuite de ça, on a pensé vous présenter nos points de vue personnels un peu sur pourquoi, pour nous, la littératie scientifique est importante et d'autant plus dans le contexte actuel, avec des exemples concrets. Et ensuite de ça, il y aura une autre période de questions-commentaires où vous pourrez intervenir aussi. Donc, vous pouvez envoyer aussi vos questions, mais sachez que nous allons les traiter dans un deuxième temps. Petite conclusion à la fin, on verra ce que le temps nous permettra de faire. Donc, je vous présente donc la plateforme, on peut peut-être la montrer. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés cliquer dessus, ont déjà navigué sur l'outil dont il est question aujourd'hui, soit la plateforme Comprendre la recherche. À mon sens, c'est un outil qui est indispensable et qui est unique en son genre. Ça a l'avantage d'être bilingue. Je trouve personnellement que l'architecture est super efficace. Par contre, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est peut-être un peu chargé ou un peu complexe, mais vous allez voir, on va tout discuter de ces notions-là, entre autres choses. Notez que c'est une version bêta, c'est tout à fait récent, mais ça a été développé dans un super processus de co-construction dont on va discuter avec vous dans les prochaines minutes. Ça y est, c'est parti. Alors, première question, chers conférenciers. Pourquoi et comment est née l'idée de créer ces formations, puisque comprendre la recherche, avant d'être numérique, avant d'être une TIC, c'était des formations en présentiel? Parfait. Donc, je vais commencer. Et pour commencer, je voudrais partager une phrase que j'aime beaucoup et sur laquelle je reviens souvent. C'est d'un professeur de notre département, Peter Nugas, qui dit que pour travailler ensemble, nous avons besoin d'une compréhension commune. Et c'est vraiment notre vision et inspiration pour cette initiative.
plus concrètement, à un moment, on avait un patient partenaire avec lequel nous collaborons souvent, qui est venu nous voir en disant « Nous travaillons avec des chercheurs, mais nous ne parlons pas de la même langue. » Et il se demandait si on pouvait faire quelque chose pour vraiment déchiffrer les termes liés aux méthodes de recherche et expliquer plus en détail les différentes étapes d'un projet de recherche. Donc, c'est ça, j'ai une formation comme bibliothécaire aussi. Donc, en tant que bibliothécaire, mon premier instinct était vraiment de me tourner vers la littérature pour voir qu'est-ce qu'on fait déjà sur le plan de littératie en recherche. Et j'ai trouvé, effectivement, il y avait des interventions, mais ils étaient souvent beaucoup plus longues. Donc, c'était des semaines ou des mois où on formait les gens en méthode ou introduisait les méthodes de recherche. Et c'était souvent aussi dans le contexte des essais cliniques. Donc, c'était des interventions pour améliorer le recrutement ou la rétention des participants aux essais cliniques, qui n'est pas notre contexte. Donc, ce que nous avons fait, c'est commencer avec un groupe de travail. On a fait le groupe avec des patients partenaires, des chercheurs et des experts en engagement des patients. Et ensemble, nous avons co-conçu la structure de base. C'était essentiellement basé sur les grandes étapes d'un projet de recherche. Et tout au long de cette initiative, nous avons travaillé en étroite collaboration avec un patient partenaire et le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, et aussi la stratégie de recherche en partenariat avec les patients et le public de l'unité de soutien ISRAP du Québec. Donc, notre premier projet ou produit, on peut dire, c'était un atelier qu'on a fait en personne, en anglais, et ça a duré une demi-journée. Le public était composé de représentants de ces mêmes groupes, donc patients partenaires, chercheurs, et experts en engagement des patients. Et oui, j'avoue, j'ai fait le faux pas des chercheurs d'utiliser les acronymes. SRAP, ça veut dire la stratégie de recherche axée sur le patient. C'est une stratégie pan-canadienne qui est vraiment pour encourager la recherche qui implique les patients, mais aussi les professionnels de la santé, les décideurs et les chercheurs qu'on travaille ensemble en faisant des projets de recherche qui vont bénéficier les patients aussi. Donc, c'est ça. Après avoir fait le premier atelier en anglais, on a collecté les commentaires, les idées de nos participants et par la suite, on a offert le deuxième atelier qui était en français cette fois-ci. Et aussi, c'était vraiment bien. Les participants nous ont donné des très belles idées et ils ont identifié aussi nos points faibles, nos blind spots. Donc, par exemple, après le deuxième atelier, quelqu'un a dit « Mais c'est quoi la recherche? » Et que même nous sommes rendus compte que nous avons en fait sauté directement au contenu plutôt que nous assurer que nous partons du même endroit. Donc, par la suite, on a rédigé une définition de qu'est-ce que ça veut dire la recherche. Nous avons validé ces définitions avec nos partenaires pour s'assurer que c'était clair et accessible à tout le monde. Donc, c'est une chose que je voulais aussi signaler, que ce que distingue en fait notre initiative de vulgarisation scientifique, on ne communique pas des résultats de recherche spécifiques, on ne parle pas des projets de recherche spécifiques, mais vraiment, nous sommes intéressés à vulgariser la façon dont la recherche est effectuée. Vraiment, c'est quoi la démarche scientifique. Donc, on est vraiment dans un contexte de littératie scientifique où on essaye de donner des compétences, des aptitudes en lien avec le processus de la recherche, en lien avec qu'est-ce que c'est, comment on fait de la recherche et comment la science se crée dans nos fameux laboratoires secrets. On continue sur un peu plus définir sur à qui ça s'adresse un peu plus maintenant? Oui, parfait. Donc, c'est ça. C'est vraiment, ça fait quelques années qu'on travaille sur cette initiative et je dirais dans notre réalité pré-pandémique,
Le principal public était les patients partenaires ou les groupes et organisations qui soutiennent l'engagement des patients. Mais en même temps, c'est sûr, c'est une ressource qui est transférable et potentiellement utile à tous les acteurs de la recherche axée sur les patients. Donc, les patients, les professionnels de la santé, les décideurs et les chercheurs. Par exemple, les chercheurs peuvent utiliser notre plateforme pour en fait mieux préparer leur partenariat. Mais dans le contexte actuel, comme j'aime dire, nous sommes tous exposés à plus de science que jamais et nous sommes dans une situation où cette science nous concerne tous. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une ressource qui est potentiellement utile pour tout le monde parce qu'une meilleure compréhension de la démarche scientifique, comment on fait la recherche, nous permet d'avoir un point de vue plus critique en général. Tout à fait, pardon, j'avais oublié de remettre mon micro. Donc, on est parti sur quelque chose qui était pour des patients qui sont souvent experts, qui ont déjà une conception de la recherche quand même. On n'était pas tout à fait au niveau du grand public. Par contre, il fallait établir un certain jargon commun. Faire des formations en présentiel, c'est chronophage, c'est beaucoup d'implications. Donc, vous avez pensé faire un virage numérique. Oui, donc c'est ça. Pour nous, c'est vraiment comme les ateliers étaient vraiment bien reçus et j'avoue qu'il y a beaucoup de la valeur à avoir cette interaction en personne avec les gens, mais il nous fallait trouver une autre solution plus durable. De notre côté aussi, notre équipe est principalement composée des étudiants au doctorat ou à la maîtrise, donc l'équipe change beaucoup et aussi tout le monde travaille sur plusieurs projets en même temps. Et puis, de côté des participants, bloquer une demi-journée pour la formation, c'est pas facile. Donc, tout le monde voulait trouver une solution, une formule qui sera plus flexible et en ligne. Un autre aspect, comme notre contenu est bilingue et notre public cible est pan-canadien, même international, c'était plus logique d'avoir un site web pour en fait comme éviter toutes les questions des différents fuseaux horaires. Et qu'est-ce qui était important pour nous? On veut que les gens puissent apprendre ce dont ils avaient besoin quand cela leur convient et aussi à leur propre rythme. Voilà. Donc, c'était vraiment les raisons principales. Donc, la faisabilité, mais aussi profiter des avantages du numérique qui permet de justement s'approprier le contenu quand c'est possible pour les équipes et quand c'est possible pour les gens qui ont besoin d'informations. Super. Merci. Ensuite, on a pensé discuter de comment les contenus ont été développés. Quels sont-ils? Comment naviguer à travers la plateforme? Si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-ci où on vous montre la fameuse plateforme. Non? Ah oui, peut-être. Est-ce que c'est là que vous aviez prévu? Ah oui, c'est bon. Catherine, je vais partager mon écran. Juste pour que les gens se rendent compte un peu de quoi on parle. Oui, un instant. Share screen. Et c'est ça, je peux parler de comment en fait notre contenu était développé. Donc, on a vraiment, comme j'ai mentionné, on a fait un plan et le contenu avec notre groupe de travail. Notre matériel, vraiment au début, c'était un cahier de participants qu'on a créé, qui avait tout le texte, et on avait aussi les diapositives. Le cahier de participants était principalement rédigé par les chercheurs, mais il était révisé et validé par nos partenaires. Donc, c'est vraiment notre processus, dès le début, était celui de la co-construction. Et puis, à cette étape de transition entre atelier en personne et le site web, en fait, ce que j'ai fait, c'est demander
à nos présentateurs d'annoter leurs diapositives. Donc, j'ai demandé si quelqu'un d'autre devait faire votre présentation, qui n'était pas familier avec le contenu du tout, que faudrait-il dire? Et ce texte était en fait la première version du texte pour le site web, qui était par la suite révisé et corrigé à plusieurs reprises par nos partenaires. Le site c'est organisé en modules, donc c'est pour répondre à ces besoins que les gens peuvent aller consulter les modules qui leur intéressent. On n'a pas nécessairement, personne n'est forcé pour suivre dès le début jusqu'à fin. Et les modules sont organisés en fonction des étapes typiques d'un projet de recherche. Donc, au début, on parle de la recherche en général, de la recherche axée sur les patients en particulier. Par la suite, on explique c'est quoi les revues de littérature, les différentes sortes, comment on les fait, l'éthique de la recherche, les diverses méthodologies et par la suite, l'application de connaissances. Nous avons aussi abordé le sujet de mégadonnées au big data et comment lire un article de recherche. Et présentement, nous sommes en train de développer un module qui est dédié aux questions d'accès libre, ou open access, et des éditeurs prédateurs. C'est bon, merci. Super. Donc, vulgariser, rendre accessible la démarche scientifique, c'est tout qu'un défi. On peut se questionner sur les différents niveaux de littératie scientifique de tout un chacun. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qui est nécessaire pour, par exemple, vouloir prendre des décisions éclairées en lisant un article scientifique ou en comprenant ce qui est dit en journalisme scientifique ou à la télévision. Donc, de se bâtir un esprit critique ou, dans votre cas, beaucoup plus d'être capable d'être assis à une table avec des chercheurs et suivre les conversations, pouvoir intervenir au juste moment et pas toujours se retrouver un peu perdu dans un jargon. Donc, il y a toutes sortes de défis au niveau de la compréhension des divers publics, évidemment, et il y a aussi au niveau des formats. Donc, effectivement, comme on disait plus tôt un petit peu, le site web peut paraître un peu dense, mais il faut savoir aussi que les patients partenaires sont souvent déjà au fait. Donc, il y a un niveau de littératie qui est quand même un petit peu plus élevé que peut-être dans le grand public de la population en général. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus? Est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, parlez-nous des défis que vous avez relevés en lien avec cette fameuse vulgarisation de la démarche scientifique. Absolument. Moi, je vais parler un peu justement de cette notion d'accessibilité et de vulgarisation. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en recherche, le langage qui est utilisé, le langage académique, est plutôt complexe et très précis. On va employer des mots et des termes qui sont très précis et qui ne laissent pas en fait place à l'interprétation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que il y a des termes qu'on ne peut pas modifier ou qu'on ne peut pas changer ou vulgariser. Il y a des termes qui sont spécifiques et on n'a pas de synonyme pour remplacer ces termes-là, donc il faut les utiliser. Une phrase que j'aime beaucoup qui représente bien l'écriture académique, c'est « n'écrivez pas pour être compris, écrivez pour ne pas être mal compris ». Puis d'ailleurs, les articles scientifiques sont souvent révisés plusieurs fois avant d'être publiés, entre autres pour s'assurer des propos et s'assurer qu'il n'y a pas d'incompréhension. Alors, comme on a mentionné plus tôt, l'objectif de notre plateforme, c'était de développer un langage commun, une compréhension commune. Donc, si vous voulez, le langage académique qui est très précis, si on le prend d'un côté puis qu'on a la vulgarisation à tous de l'autre, nous, on est environ au milieu parce qu'on a simplifié le langage, mais il y a des termes qu'on ne peut pas simplifier, comme j'ai mentionné, qui sont très précis, donc on garde ceux-là. Et comme tu as dit, Catherine, en fait, c'est des termes qui vont être utilisés de toute façon dans tout ce qui est articles scientifiques, mais aussi à la table avec des chercheurs, voilà, quand vous faites une
une réunion ou une rencontre avec des chercheurs, avec des professionnels de la santé, et ainsi de suite. C'est des termes qui vont être utilisés, donc c'est des termes qu'il faut connaître. Donc, c'est ça. Et en fait, pour améliorer encore plus l'accessibilité de notre contenu, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est de créer des vidéos. En fait, dès le tout premier atelier qu'on a offert, il y a des participants qui nous avaient demandé si on avait du contenu audiovisuel qui pourrait aider en fait à la compréhension et ainsi de suite. Puis de notre côté, on s'est dit, ben pourquoi pas, surtout que en fait, la littérature appuie l'usage de vidéos à des fins pédagogiques. Et en même temps, on sait qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas nécessairement lire un site web au complet ou une page web au complet. Donc, on s'est dit que peut-être justement une vidéo, ça pourrait être plus attirant. Donc, on a commencé à développer une vidéo qui était comment lire un article scientifique. Et à partir de cette vidéo-là, on a créé en fait, on avait une meilleure idée des ressources et du temps que ça allait nous prendre pour faire tous les autres vidéos. Et aussi, il faut savoir que dans notre département, il y a une équipe de vidéographes et d'éditeurs vidéo qui nous ont aidés, en fait. Ils nous ont aidés surtout à titre de consultants durant la conceptualisation des vidéos. Et en fait, ils ont du matériel et des logiciels spécialisés que maintenant on utilise pour faire le montage vidéo. Et en ce moment, notre équipe fait le montage vidéo et on leur envoie pour être sûr que le produit final est bon avant de le mettre sur le site web. Oui, ton micro. Super. Merci. Donc oui, le jargon scientifique est parfois hermétique, justement, d'avoir des ressources comme la plateforme. Ça permet de se rendre compte peut-être en tant que chercheur de nos, j'aime bien, comme tu disais, Vera, là, de nos blind spots, de ne pas trop savoir. En fait, on l'utilise tous les jours, puis on ne se souvient plus que ce n'est pas un mot du quotidien, en fait. Et puis, pour les gens qui sont peut-être nouveaux dans le processus de la recherche, de faire un effort de leur côté, à leur propre rythme, pour s'approprier à un moment donné, quand le besoin se fait sentir, tel contenu ou tel module. Voilà. Donc, puis dans les processus de recherche, justement, c'est bien que ça soit par module parce que quand on rentre dans une équipe, au début, il y a toutes sortes de questions en lien avec les hypothèses. Donc là, on peut s'approprier ce contenu-là. Mais là, ils vont parler de revue de littérature. Et là, on va se prendre des petites notes. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette fameuse revue de littérature? Qui est cette littérature? Et donc là, on peut aller voir votre vidéo ou effectivement lire un peu plus si on veut complémenter la vidéo, parce que la vidéo est quand même résumée. C'est quand même un résumé. Il y a plus d'informations. On va un petit peu plus loin à l'écrit, évidemment. Tant reste à faire. Donc, il y a plein de choses qui restent à faire. Vous avez mis énormément de contenu en ligne. La plateforme, elle est prête à être utilisée. Mais votre ambition ne s'arrêtait pas là. Oui, en fait, si je peux me permettre, en fait, c'est comme s'il y avait 3 catégories de choses qui restent à faire. Au niveau des ressources en tant que telles, comme j'ai mentionné, il reste à compléter les vidéos. C'est sûr que le montage vidéo, en fait, on a déjà filmé, on a déjà tout, mais il suffit de compléter le montage vidéo. Il faut savoir qu'on a beaucoup de contenu, donc on a beaucoup de vidéos, et qu'en plus, comme on travaille, tout notre travail est bilingue, il faut dédoubler tout ce qu'on fait, donc c'est sûr que ça demande énormément de temps. Mais on prévoit vers la fin de l'été ou en automne que toutes les vidéos seront disponibles sur Internet. En termes de contenu maintenant, comme ma collègue Vera a mentionné plus tôt, on est en train de développer un nouveau module concernant le processus de publication d'articles scientifiques, où justement on va introduire les notions de revues libres et libre accès et les revues prédatrices. Et une fois qu'on aura fini en fait ce module-là, on le mettra sur notre site web et on va aussi créer une vidéo par la suite. Et la dernière chose, en fait, la troisième chose qu'on va faire, ça va être on est en train de planifier une étude d'utilité et d'utilisabilité. Et l'objectif de cette étude, en fait, c'est d'améliorer la plateforme avec de l'expérience de nos utilisateurs potentiels, donc l'utilisateur
l'expérience client, si vous voulez. D'ailleurs, si jamais il y a des personnes dans l'auditoire qui nous écoutent, qui seraient intéressées à participer ou à nous aider à améliorer notre site web et ainsi de suite, vous pouvez nous contacter directement sur le site web et on mettra aussi notre adresse courriel soit dans la discussion, soit dans le courriel que vous allez recevoir à la fin du webinaire. Donc, vous êtes ouvert à recevoir, par exemple, des suggestions de contenu qui seraient pertinents, de moyens, peut-être de vulgarisation. Là, vous nommiez que les utilisateurs avaient mentionné le besoin d'avoir des vidéos. Peut-être qu'il y aurait d'autres choses, des infographies ou des résumés. Ou peut-être que les chercheurs auraient besoin aussi, parce qu'il faut penser que les usagers de cette plateforme-là n'est pas nécessairement que les patients partenaires au grand public. Ça peut être les chercheurs et les coordons d'équipes en partenariat. Donc, il y aurait besoin spécifique. Vous êtes ouvert à tout ça. C'était une longue question. Hein? Oui, la façon qu'on travaille, c'est vraiment centré sur l'usager. Donc, c'est notre espoir d'apprendre et d'améliorer le site d'une façon continue avec les usagers. C'est ça, même s'il y a des termes peut-être que les gens veulent qu'on déchiffre, on peut nous envoyer ça aussi. Il y a un article que j'ai lu pour des projets collaboratifs où il y avait qu'est-ce qu'ils ont appelé un jargon bin. C'est comme une poubelle de jargon, mais où pendant la réunion, tous les termes qui émergeaient, qu'on ne comprenait pas, allaient dans le bin pour les déchiffrer après. Donc, nous sommes vraiment très ouverts et en fait, on invite les gens à nous contacter avec leurs questions ou pour des définitions. En parlant de questions, je pense que je vais faire une petite entorse puisqu'on a une question qui est en lien avec ce que vous venez de parler avant qu'on continue sur notre lancée et qu'on rêve du futur. On demande, est-ce que vous pourriez commenter un peu plus sur comment la plateforme va être évaluée? Qu'est-ce que vous planifiez comme mesure? Vera, tu veux... Parfait. Oui, je peux répondre à ça. En fait, nous sommes en train maintenant d'ajuster ce qu'on allait faire. Au début, notre idée était vraiment de faire une étude de usabilité avec des usagers sous une forme de focus group, un groupe de discussion. Et c'est vraiment le but était de voir est-ce que le site web est organisé d'une façon que ça a du sens pour les gens, si les termes qu'on utilise sont clairs, sont pertinentes. Donc, c'était vraiment une discussion de groupe avec une activité qu'on appelle en anglais card sorting. C'est vraiment où on a plein des cartes ou des post-it sur la table et puis tout le monde bouge les choses ensemble. Et puis, on renomme et on essaie de trouver une structure qui a du sens pour tout le monde. Avec la pandémie, je pense qu'est-ce qu'on va faire, ça va être des entrevues individuelles en ligne où on va créer des tâches typiques, on peut dire, pour des usagers et on va demander à nos usagers potentiels de faire ces tâches en parlant en même temps qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui ne marche pas et faire une entrevue de cette façon. Et notre plan, on espère de faire ça juste avant l'automne ou en fait cet automne. Super. Donc, avec ça, habituellement, quand on évalue une plateforme, éventuellement, donc quand vous allez faire l'évaluation, il risque d'avoir une seconde mouture. Donc, on disait que cette mouture-là, c'était la première. Peut-être qu'on ne l'a pas dit, hein, mais ça a été mis en ligne en février, si je ne me trompe pas. Donc, c'est tout récent. Moi, quand je l'ai vu sortir, j'avoue, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, j'avais juste hâte de vous rencontrer. Et ce fut, voilà, une des très belles rencontres et ça se passe super bien. Je suis bien contente de cette discussion et les gens le sont aussi, sachez-le. Donc, nos 44 participants peut-être seront interpellés justement pour participer. Sachez vraiment que c'est super riche. C'est pas
si vous avez besoin de faire une bonne action, si c'est un peu de la science participative, un peu, là, faire de l'évaluation. Donc, les retours des gens, ça vaut de l'or pour des initiatives comme ça, pour pas qu'elles tombent dans l'oubli ou qu'elles ne soient pas utilisées parce qu'on est resté sur une impression que c'était bien, en fait, que ce ne l'était pas tout à fait. Les choses évoluent. La pandémie influence énormément notre littératie scientifique à tous. Donc, vous arrivez à point, je ne peux que dire ça. Et je pense que justement, la culture scientifique, la littératie scientifique au Québec est tout en train, au Canada, pardon, est tout en train de changer. Donc, il y aura beaucoup de choses qui pourront être transformées en lien avec ce qu'on vit. On avait planifié une dernière section de discussion sur la plateforme. Je leur ai demandé, dans un monde idéal, avec plein d'argent, plein de ressources, plein de gens, vous m'entendez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire de cette plateforme? Oui, ben c'est une très bonne question parce que c'est rarement les conditions de travail qu'on a. Mais en fait, comme je disais plus tôt, ce qui serait intéressant, il y a deux choses pour nous qui seraient intéressantes. La première, ce serait d'utiliser des technologies de l'information et des communications pour améliorer notre site web. C'est sûr que de notre côté, comme on a mentionné, notre équipe est principalement composée de chercheurs, puis notre effectif fluctue énormément d'année en année. Puis en fait, développer des technologies de l'information et des communications, ça demande des ressources, mais ça demande aussi une expertise qu'on n'a pas. Donc, il faudra aller chercher ailleurs. Donc, éventuellement, avec de l'argent, ça serait possible. Mais c'est sûr qu'on va attendre d'avoir des commentaires de nos utilisateurs potentiels avant de se lancer là-dedans parce que on veut avoir un objectif et savoir où on s'en va au lieu d'améliorer des choses qui ne sont pas nécessairement nécessaires. Puis au niveau de l'application des connaissances, donc de transmettre notre ressource et notre contenu aux utilisateurs potentiels, c'est sûr qu'en ce moment, avec la pandémie, on essaie de faire la promotion en ligne. On essaie, par exemple, de faire un webinaire et d'en parler. Mais c'est sûr que ce qu'on aimerait faire aussi, c'est des formations qui ressemblent un peu à l'atelier, les premiers ateliers qu'on a donnés, mais avec une formule un peu plus dynamique et interactive. Ce qu'on aimerait faire, c'est par exemple la formule de la classe inversée. Au lieu d'avoir un présentateur qui est devant la classe, qui donne la matière au complet, et les personnes peuvent poser des questions et ainsi de suite. La classe inversée, c'est que toutes les ressources sont offertes aux participants de la formation avant de se rencontrer. Et une fois, quand ils se rencontrent dans la même pièce, ils peuvent poser des questions qui sont plus précises et qui sont plus en fonction de leurs besoins ou des choses qui ont été mal comprises ou sur lesquelles on doit s'attarder un peu plus pour assurer la compréhension de tout le monde. Donc ça aussi, c'est des formations qui demandent à être organisées et ainsi de suite. Donc ça va demander aussi des ressources et tout. Mais c'est ça, avec la pandémie actuelle, on repousse. On essaie de trouver peut-être une manière de le faire, que ce soit par Internet comme ça et tout. Disons, on est en train de développer ça. On va voir. Super. Ça va, Vera? Donc, si vous avez des questions, les participants, c'est maintenant. Merci à ceux qui ont déjà posé des questions. Vous allez voir, je ne sais pas si vous les avez lues, les conférenciers, mais on a des super belles questions. Je vais vous les poser, inquiétez-vous pas, allez pas lire ça tout de suite. Je continue mon rôle d'animation. Donc, des super questions qui vont peut-être influencer justement le futur et qu'est-ce que vous feriez dans un monde idéal, puisque il y a des idées, il y a des super idées. Donc, on vous félicite évidemment pour la plateforme, pour tous vos efforts. On demande ici, pensez-vous que le modèle peut être généralisé? Le cas échéant, comment pensez-vous pouvoir personnaliser ce modèle en fonction des disciplines? Est-ce que c'était quelque chose que vous avez discuté déjà? Ou on reste sur une démarche scientifique assez large? Je pense qu'en fait, on a essayé peut-être comme d'aborder les deux en même temps. Comme c'est sûr que notre raison d'être, notre financement vient, comme ça doit être
de la recherche axée sur le patient. Parce que c'est notre contexte, c'est notre public cible. Mais en même temps, je pense qu'il y a quand même, notre contenu peut être transférable et utile pour les autres disciplines, mais on n'avait pas vraiment un plan à faire pour offrir quelque chose aux autres disciplines. La chose qu'on a réfléchi, c'est vraiment, est-ce qu'on peut faire un peu plus de adaptation de notre contenu qui est toujours dans le contexte de recherche axée sur le patient, mais pour les différents publics. Donc, par exemple, peut-être on peut faire les choses qui sont plus pertinentes pour les patients ou plus pertinentes pour les professionnels de la santé. Donc, ça, oui, pour les différents groupes, mais pas nécessairement à travers des disciplines. Parce que, je dirais, nous sommes contraints par notre financement, en fait. Et c'est vraiment comme notre univers est celui de recherche axée sur le patient. Tout à fait. Pour rebondir sur une des questions commentaires qui a été dit, on n'a pas nommé les étudiants, mais effectivement, c'est une plateforme qui est très riche pour les étudiants en sciences. C'est un bon point de départ ou reviser les bases, tout à fait. Peut-être que je lance une idée comme ça, si jamais il y a des collaborations qui se tissent, justement, comme vous êtes sur... et là, je vais m'aventurer sur quelque chose que je ne suis pas trop sûre. Là. GitHub, c'est quand même un dépôt. Est-ce qu'en ouvrant des collaborations, est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, s'il y a quelqu'un quelque part qui a adapté votre matériel pour une discipline en particulier, est-ce que, par exemple, elle pourrait aller déposer éventuellement? Ben, je pense que, ouais, c'est très théorique pour l'instant, mais je pense qu'il y a toujours moyen de collaborer, il y a toujours moyen d'en discuter. C'est sûr que, comme Vera disait, nous, on s'est penché sur la question de la recherche en santé. Donc, à travers la recherche en santé, il y a plusieurs disciplines. Donc, disons, notre ressource est bonne pour ça. Après, pour ce qui est, je ne sais pas moi, de la recherche plus fondamentale, après, c'est sûr qu'il va falloir, c'est un autre virage pour développer d'autres contenus. Donc, mais c'est sûr que si jamais il y a quelqu'un qui prend notre contenu et qui l'adapte pour un autre auditoire ou, je ne sais pas moi, il y a toujours moyen de modifier un peu puis de collaborer, ça c'est sûr et certain. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui a de l'intérêt, ben, il y a toujours possibilité de nous contacter. Puis nous, ça nous ferait plaisir de discuter de ça, absolument. Super. Oui. Est-ce que je peux juste comme aborder l'autre partie de ta question, Catherine? C'est ça, comme pour nous, c'est vraiment en fait tout la façon qu'on fonctionne, c'est vraiment avec la vision d'ouverture et de partage. Donc, tout notre contenu a une licence de Creative Commons qui encourage le partage. Il faut juste donner le crédit à notre travail, mais ça peut être réutilisé, réadapté. C'est sûr. Au niveau de GitHub, oui, c'est ça. Présentement, l'infrastructure, je dirais, est un peu, c'est compliqué. On avait une étudiante qui travaillait avec nous, qui en fait, toute l'infrastructure ne coûte rien et c'est un mélange de Git Pages et une plateforme qui s'appelle Open Science Framework. Donc, on essaie de faire ça. Oui, j'imagine s'il y a d'autres contenus qui est adapté et les gens veulent comme repartager avec nous, on peut voir si ça rentre dans le contexte de notre plateforme et on peut l'ajouter. Mais c'est ça, comme Christian dit, nous sommes ouverts. Oui, c'est ça. C'est un peu de surligner, c'est exactement ça, là, de surligner votre philosophie open avec cette question-là aussi, là, de dire, sans avoir d'idées précises, là, puisque on est au début de l'aventure, mais de dire que vous êtes quand même une équipe qui a réfléchi à ça et que vous avez décidé d'être dans les Creative Commons, dans le Open Access, dans le Open 3 petits points. Je vais continuer avec les questions.
On nous dit ici, je crois que oui, mais vous peut-être juste le renommer, dans l'équipe des chercheurs qui travaillent sur ce projet, y a-t-il des enseignants, par exemple, des gens qui ont des compétences en didactique ou en pédagogie? Vera, je ne sais pas si tu veux prendre ça, mais je vais commencer. En fait, c'est sûr qu'on a dans notre département, il y en a. Dans notre équipe en tant que telle, je sais qu'il y a des professeurs qui c'est des professeurs qui ne sont pas nécessairement des doctorants ou du monde qui ont étudié en pédagogie. Par contre, ce qu'on essaie de faire surtout, c'est consulter les personnes qui sont dans notre département qui ont ces compétences-là pour ajouter leur expertise dans notre projet. Mais la principale chose qui influence notre ressource, c'est vraiment les besoins des utilisateurs potentiels. Oui, vous êtes dans une optique un peu plus transfert de connaissances, si on voudrait, ouais. application des connaissances. C'est ça. Mais ça aussi, qui s'inspire de la didactique et de la pédagogie, hein, là n'est pas la question. D'accord. Vous me direz si ça ne répond pas à la question, vous pouvez rebondir. Question un petit peu plus précise sur la plateforme en question. On vous félicite et on vous pose la question, comment avez-vous organisé votre moteur de recherche? Est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, de le rendre un petit peu moins compliqué, puisqu'il est peut-être un peu dépendant du langage hermétique qu'il faut savoir, par exemple, phase 1. Donc, surtout les usagers ne connaissent pas les termes ou peut-être les bons termes pour chercher. Désolée, j'ai paraphrasé. J'espère que je fais honneur à votre question. Est-ce qu'il y a des initiatives? Est-ce que vous aviez dans une réflexion en lien avec le moteur de recherche? Ou justement, ça sera des commentaires à intégrer dans l'évaluation? Oui, exactement. Oui, c'est un point excellent et ce n'est pas une question qu'on a abordée jusqu'à date. Tout à fait. Bon, alors là, vous voyez toute la pertinence de l'évaluation. Merci beaucoup. Ces questions-là sont gardées de toute façon, justement, parce que c'est des retours précieux. On vous félicite encore. La question ici, est-ce que la plateforme comporte un module plus épistémologique, qui permet de situer dans quel courant les informations dans quel courant les informations présentées dans la plateforme? Bref, y a-t-il l'épistémio dans votre plateforme? C'est une excellente question. En fait, dans notre choix de contenu, on a énormément on s'est questionné sur énormément de choses. Sur, par exemple, est-ce qu'on devrait mettre un module sur le critical appraisal des articles scientifiques et en fait de lire de manière critique des articles scientifiques et ainsi de suite. En fait, il y a énormément de choses qui poseraient plus de questions, disons, puis qui ouvriraient la porte à énormément de contenu. Donc, la partie épistémologique, biologique, peu importe, c'est une partie qui est, parce qu'il faudrait en fait discuter de toutes les positions possibles, que ce soit positivisme, constructivisme et ainsi de suite. Puis, non, on ne l'a pas mis spécifiquement. Je pense que d'après notre manière de faire et ainsi de suite, on est plus dans du post-positivisme de notre côté. Mais ce n'est pas nécessairement expliqué sur notre plateforme. Puis, je sais que, par exemple, dans le programme de la maîtrise, c'est presque un cours au complet là-dessus. Donc, on essaie de faire attention aussi pour pas... ça reste une ressource, mais ce n'est pas nécessairement une ressource complète qui permet de tout faire en recherche. Et peut-être juste pour ajouter, mais c'est sûr que, en fait, comme si on voit que nos usagers, que c'est une question importante qu'ils veulent qu'on aborde,
on va regarder ça parce que, oui, dans notre équipe, peut-être pas dans ma plateforme, mais dans l'équipe, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup aux épistémologies. Donc, c'est vraiment, nous sommes à l'écoute, en fait, de nos usagers pour leurs besoins. OK. Je viens de regarder l'heure en même temps, pardon, qu'on se parle. Je vais un peu paraphraser les dernières questions. De toute façon, il y aura moyen de continuer la discussion en dehors du webinaire, peut-être par écrit par la suite. Ce qu'on rapporte ici, par exemple, c'est le défi des publics cibles. On en est conscient, je vous enlève les mots de la bouche, là. C'est une plateforme pour l'instant avec un contenu qui tente de rejoindre un public cible, effectivement, qui n'est pas un, qui est plusieurs. Vous en êtes conscient, c'est pas juste vous redonner le crédit que ça a été réfléchi, peut-être pas mis en lumière assez pour que ce soit clair. C'est un début d'initiative. Ça a été fait avec des patients. Une question demandait de définir patient, entre autres. Donc, effectivement, le niveau d'adaptation et de vulgarisation, comme on disait un petit peu plus tôt, dépend de la littératie scientifique de tout un chacun. Donc, est-ce que vous planifiez adresser vos différents publics cibles potentiels une fois que le site aura été évalué, ou est-ce que vous restez sur ce public cible-là? Et est-ce que, dans une autre partie de la question, il disait il y a de la littérature scientifique sur comment rejoindre les divers publics cibles. Je crois que vous vous en êtes inspiré aussi, mais il y a peut-être justement une continuité dans tout ça. Je vous ai posé plein de questions en une. Ouais, ben, je vais commencer, puis vous me direz si jamais il manque des éléments. Pour la question d'adresser les différents publics cibles, en fait, on a créé cette version pour les patients partenaires, puis on s'est dit, dans le contexte actuel, qu'on pourrait peut-être aller rejoindre un public qui est plus large. C'est sûr qu'avant la pandémie, en fait, on s'était déjà posé la question sur est-ce qu'on pourrait justement adapter ce contenu-là pour des cliniciens, donc des professionnels de la santé, et adapter ce contenu-là pour, par exemple, des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, mais qui sont plus des décideurs ou des gestionnaires. C'est quelque chose qui est, disons, qui est là, c'est une idée qui est là, on ne l'a pas fait encore. On ne sait pas si c'est nécessaire parce qu'on part du principe que la raison pourquoi on a fait cette ressource-là, c'est que les patients partenaires sont venus nous voir et nous ont dit que ça serait le fun d'avoir quelque chose comme ça. On n'a pas réussi à rentrer en contact encore avec que ce soit des étudiants en médecine ou des programmes d'études en médecine pour savoir si eux, ça les intéressait d'avoir une ressource comme ça. Mais si jamais il y a un intérêt, c'est sûr que pour nous, ça serait intéressant de développer quelque chose. Au niveau de... Là, j'ai manqué des bouts. Là. Je ne me rappelle plus exactement de toutes les questions. Oui, non, mais c'est ça. Excuse-moi. Donc, oui, effectivement, ça ressemble à de la recherche-action, effectivement. On vous demandait si vous étiez inspiré un peu de la littérature sur les différents publics cibles, la littérature scientifique au niveau pédagogique, par exemple. Béra, est-ce que tu veux pour développer la plateforme? Au début, c'est ça, comme nous sommes vraiment, comme c'est le début de notre plateforme, le public cible sur lequel on s'est concentré jusqu'à date, c'est vraiment les patients partenaires. Et pour ça, en fait, comme on a, comment je dirais, c'est pour ça qu'on a collaboré avec le Centre d'excellence en partenariat avec les patients et la population parce que c'est vraiment leur expertise. Donc, c'est eux qui nous ont guidés en comment répondre et comment interagir avec cette audience. Super. Je pense que ça fait un petit peu le tour. On pourra peut-être y revenir s'il nous reste du temps à la fin. Pour la deuxième partie, on avait pensé, je vous rappelle, simplement juste vous partager un petit peu des idées sur la littératie en recherche, la littératie scientifique dans un
contexte d'infodémie comme on vit présentement. Je fais juste un rappel, la plateforme n'a pas été développée pour le grand public, a été développée avec un niveau de littératie un petit peu plus grand que ce qu'on s'attend du grand public. Les patients partenaires, c'est des gens qui sont au fait quand même et qui ont un niveau de littératie qui est quand même assez élevé. Donc, c'était pour répondre à leurs besoins, puis c'est leurs besoins qui ont leurs besoins énoncés dans cette unité-là. Donc, après, on est dans un stade où on se questionne sur comment on peut le généraliser à plus de public, à un public un petit peu plus vaste aussi et diversifié. Donc, voilà. Donc, merci pour vos questions. Il y a plein de choses intéressantes justement pour la suite de ce projet-là. On va passer sur la deuxième partie. C'est moi qui vais juste vous dire un petit peu d'informations pourquoi on a décidé de faire ça comme ça. Évidemment, moi, ça fait longtemps que je suis convaincue que de communiquer sur comment la recherche peut aider à une meilleure compréhension des phénomènes qui nous entourent et prendre part de façon plus éclairée aux débats scientifiques qui parsèment notre quotidien, d'autant plus aujourd'hui. On a regardé un petit peu les participants, évidemment, aujourd'hui, qui était notre public cible. Il faut savoir qu'on a aussi adapté notre discours en lien avec vos affiliations. Vous êtes en majorité des gens qui errent dans le milieu de la recherche, donc il y a certaines choses qu'on n'a pas jugé bon de définir un petit peu plus. Ou d'autres. Donc, on est parti sur de la littératie scientifique. Donc, on prend aussi comme a priori qu'on a un peu les mêmes idées sur, et puisque vous êtes là aujourd'hui, que de comprendre les tenants et les aboutissants de la recherche, ça peut aider à avoir un regard critique et à être un citoyen engagé et de prendre des décisions de façon un petit peu plus éclairée. Par contre, vous êtes sûrement conscient que c'est tout qu'un défi. C'est un défi de vulgarisation, c'est un défi au quotidien quand on parle avec nos proches. Moi, je suis scientifique de formation, c'est des compétences transversales que tout scientifique a, la démarche scientifique, mais c'est souvent quelque chose qui n'est pas mis à l'avant dans nos compétences. On va en parler chacun notre tour. On va aborder des idées, des conseils, des tranches de vie. On l'a mis un petit peu en tension avec la pandémie. Et quand on parle d'infodémie, peut-être juste se remettre en tête. Excusez, mon ordinateur est gelé. Merci. Donc, l'infodémie fait référence à la surabondance d'informations de véracité très variable concernant un problème d'ordre public et d'actualité qui entrave sa résolution en empêchant la population générale de trouver des informations fiables et d'agir en conséquence. Donc, on parle d'infodémie, on parle de désinformation. C'est pas quelque chose de positif en soi, là. Donc, ça nuit au bon comportement. Dans le cas d'une crise sanitaire, ça peut nuire justement à adopter les gestes barrières appropriés ou à avoir les bonnes informations au bon moment. C'est un sujet polémique. On y va doucement, avec bienveillance. On est dans un contexte d'infobésité. Il y a plein de choses qui sortent à tous les jours. Il y a énormément d'articles scientifiques dans notre chère ère numérique. Il est très difficile d'être à jour. Il y a certains d'entre vous qui nous écoutent qui font des efforts considérables pour nous garder à flot tous les jours. On vous en remercie. Nous, on continue de lire dans la mesure où c'est possible avec le confinement. Donc, Christian, je te laisserai juste nous faire pourquoi pour toi la littératie scientifique, la littératie en recherche, c'est important. Ouais, ben en fait, je vois le temps, fait que je vais y aller vite. C'est moi qui va couper. Dis tes points. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ben en fait, moi, je pense de mon côté que la littératie en recherche est importante pour que tout le monde puisse mieux comprendre un peu la complexité qui est rattachée à la recherche. Au lieu de voir la recherche comme étant quelque chose de blanc ou noir, il faudrait plutôt le voir comme des tons de gris, en fait. Ce que j'aime beaucoup dire
En anglais, c'est les 50 Shades of Grey of Science ou les 50 nuances de gris. Puis, en fait, la littérature montre que plus les gens savent sur le processus scientifique en soi, plus il sera facile pour la communication scientifique d'expliquer les incertitudes et les controverses que la science produit inévitablement. Puis je pense aussi que plus on comprend la complexité de la recherche, plus on comprend aussi les enjeux et les risques qui sont associés à un problème et éventuellement réduire le stress et l'anxiété que ça peut engendrer. Donc, en ce moment, en termes de pandémie, il y a énormément d'incertitudes, il y a énormément de stress, il y a énormément d'anxiété. Et si on a une mauvaise relation avec le risque, par exemple le risque d'attraper la COVID, peut-être que ça va créer énormément d'angoisse. Donc, en recherche, on parle beaucoup de nuances de risque. Donc, le risque est minime au lieu de dire qu'il n'y a aucun risque. Et ça peut être difficile pour des gens qui aspirent au risque zéro, disons. Aussi, je pense qu'en comprenant mieux les incertitudes et les controverses rattachées à la science, ça va nous permettre d'optimiser nos ressources et de passer plus de temps sur des questions et des décisions importantes qui méritent d'être discutées en long et en large et pas nécessairement s'attarder sur des points assez scientifiquement superficiels, disons. Puis en fait, pour naviguer la complexité et l'incertitude actuelle, moi, il y a 3 choses que je voulais partager avec vous, que je fais personnellement. La première chose, c'est que j'accorde beaucoup d'importance à la force du nombre. Donc, je m'explique en termes de... plus il y a d'études qui démontrent qu'il y a un phénomène, plus moi, j'ai confiance que ce phénomène est réel et que ce n'est pas un résultat issu de la chance. Okay? Puis ça, la force du nombre, ça va aussi avec la taille des recherches, des études. Donc, plus les études sont grandes, et quand je dis études grandes, ça veut dire qu'ils incluent plus de patients, plus elles gagnent en importance comparées aux autres. Donc, en ce moment, on voit beaucoup d'études qui se contredisent, qui ont des résultats et des conclusions contraires. Si on regarde, par exemple, une étude qui a 30 patients comparée à une étude qui a 8000 patients, c'est sûr qu'il y a plus d'importance, il faut mettre plus d'importance aux conclusions de l'étude qui a 8000 patients. La deuxième chose, je dirais, c'est de faire attention aux sources d'informations où je lis ces informations-là. Donc, particulièrement quand c'est en lien... en fait, quand c'est des informations qui sont sur des réseaux sociaux ou sur YouTube, par exemple des vidéos, parce que souvent, le désir de faire réagir est plus important que l'exactitude de l'information qui est donnée. Et même quand l'information qui est donnée est exacte, il faut faire attention avec la manière dont c'est présenté parce que ça peut influencer complètement notre compréhension. Donc, j'essaie de lire aussi des articles scientifiques originaux plutôt que des articles qui mentionnent ces recherches-là, parce que ce que j'aime bien voir, c'est ce que les auteurs vraiment ont écrit plutôt que des paraphrases qui ne sont pas nécessairement exactes. Et la dernière chose que je fais, puis ça, c'est j'accepte 3 choses, en fait. J'accepte le fait que je ne connais pas tout. J'accepte que dans certains cas, il n'y a pas de réponse simple et claire. Et j'accepte que toutes les décisions que je prends sont prises en fonction des informations que j'ai à un moment précis. Et tout ça, en fait, ça me permet d'être critique et de mettre en perspective les choses que je lis. Ça me permet aussi de lire différents points de vue, surtout des points de vue qui sont différents aux miens. Comme ça, j'ai une vision plus globale de la situation. Et ça permet d'attendre aussi, d'avoir plus d'informations avant de prendre position. Et finalement, si jamais je prends position, ça me permet de changer d'avis. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de changer d'avis quand il y a des nouvelles informations, surtout dans une situation comme la nôtre en ce moment où on ne sait pas grand-chose et qu'à chaque jour, il y a des nouveautés, il y a de nouvelles informations et que ça se peut que du jour au lendemain, on change complètement de position.
Merci, merci pour ton intervention. On va prendre les questions à la fin, quand Vera et moi aurons discuté un peu. On vous rappelle que c'est nos opinions. Évidemment, c'est en lien avec nos compétences et ce que nous connaissons du domaine. On parle aujourd'hui ici de méthodologie de recherche, de démarche scientifique et d'aptitude à comprendre la recherche. On n'est pas... quand on fait une série sur la COVID, évidemment, on pourrait parler de la COVID. Ceci ne sera pas adressé dans ce webinaire. On veut vraiment se concentrer dans le peu de temps qui nous est imparti sur l'importance d'avoir des aptitudes en recherche, pour nous du moins, et qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut aller les acquérir en vous présentant la plateforme Comprendre la recherche. Pour moi, je vais faire court. Moi, j'avais envie de vous partager un peu d'expérience en lien avec la pandémie aussi, puis en lien avec qu'est-ce qu'on fait justement avec ces informations-là qu'on juge moins valides. C'est pas toujours quelque chose qui est facile à discuter entre chercheurs et non-chercheurs. Peu importe, les émotions viennent souvent se mélanger. Moi, ce que j'aime me rappeler, quand j'essaye la majorité du temps, quand j'ai bien dormi et que je suis de bonne humeur, c'est que tout le monde part avec la même intention bienveillante. Que ce soit en regardant ce que les gens partagent sur les médias sociaux, ce qu'on m'envoie comme texto ou comme information, des fois qu'on me demande de valider. Moi, je trouve ça bien de regarder qui peut nous aider pour démêler les informations là, ou d'aller vers les experts. Et quand je ne suis pas expert, je ne le suis pas. Donc, l'humilité dont tu parlais, c'est pareil. Donc, avant je trouve que des fois, quand on essaye justement de parler de désinformation, d'infodémie, on ne part pas de ce principe-là que les gens sont bienveillants. Quand on partage une information, dans le mot partage, il n'y a pas quelque chose de négatif, de un. Et de deux, si on le fait, c'est parce qu'on juge que c'est intéressant, que c'est pertinent ou que ça peut aider. Donc, le discours devrait partir de là, à mon sens, puisque c'est un point commun. Est-ce qu'après ça, l'information est valide, elle doit être mise en tension ou fouiller un petit peu plus, ou le titre était trompeur et l'article, on doit rappeler à la personne de faire attention d'aller plus loin que le titre. Vera en parlera aussi tout à l'heure de nos clics, entre autres, mais de garder en tête que ce qui nous est partagé, ce n'est pas pour nous offenser, c'est vraiment dans une idée d'aider. Par contre, ce qu'on sait, c'est que trop d'informations tue l'information et trop d'informations dilue la bonne information. Et là, je mets mes guillemets parce que je ne veux pas rentrer dans la définition de la bonne information. Ce n'est pas ça mon point. Mon point, c'est vraiment de dire que si on peut tous discuter ensemble, il va falloir discuter tous ensemble et de partir de cette idée-là qu'on part tous avec la même intention de faire le bien. En majorité. Quand on pose des questions aussi ou quand vient le temps de discuter de recherche, j'aime bien répéter aux gens que, puis ça aussi c'est quelque chose, c'est des a priori, la science devrait avoir les réponses à tout, mais je leur dis, mais vous êtes conscient que mon rôle, ou du moins que mon rôle avant, c'était d'être chercheur. Mais dans le mot chercheur et dans le mot recherche, il n'y a pas le mot savoir, il y a le mot chercher. Donc, on cherche des réponses, on cherche à découvrir quelque chose, on fait des hypothèses sur les phénomènes, on trouve des choses. Et là, plus la conversation sur la pandémie, sur le virus, sur la COVID, plus les recherches sont mises en avant, plus on se rend compte aussi que ce qu'on a oublié, c'est tout ce processus-là de consensus scientifique. Donc, on a oublié, quand on parle aux gens de qu'est-ce que c'est que la recherche, d'un, on cherche, de deux, ça prend du temps et c'est pas instantané, loin de là, et de trois, dans ce temps-là de recherche, il y a un temps de débat au niveau du consensus scientifique. Tu parlais de l'accumulation des évidences, ça en fait partie de dire, bien, à un certain moment donné,
il y a une accumulation des évidences. Accumulation des évidences, quand on dit ça, évidemment, c'est des évidences de qualité. Ceux qui ne seront pas de qualité vont mourir de leur belle mort, on l'espère. Mais voilà. Donc, il y a tout ce temps-là qui est imparti, qui est complètement hallucinant dans la situation présente. Donc, on part tout d'une bonne intention. La recherche, elle cherche. Elle arrive à des réponses, mais ce qu'on m'a toujours appris, c'est que si tu as bien cherché, tu as trouvé plus de questions que de réponses. Et moi, j'adore ça parce que c'est un travail à l'infini et ça nous redonne toujours ce rôle d'étudiant et d'apprenant et d'humilité. Donc, c'est un processus qui s'apprend à ne pas oublier aussi. C'est un processus qui prend du temps à apprendre aussi. Donc, c'est des compétences. Des fois, on dirait qu'on ne veut pas la mettre, mais oui, mon mécanicien a des compétences et moi, j'ai des compétences en sciences qui fait partie de bien comprendre ce processus-là de la recherche et je peux le transférer, je peux en parler, je peux expliquer qu'est-ce que c'est qu'un échantillon, je peux expliquer qu'est-ce que c'est qu'une méthode qualitative, quantitative, quand une est plus appropriée qu'une autre. Et qu'est-ce que ça veut dire, quantitatif aussi, de sortir de ce jargon hermétique-là, qui n'est pas tout, hein, qui ne fait pas toute la vulgarisation, évidemment. Donc voilà, je vais arrêter là. J'avais plein de choses à vous dire. Je vais laisser Vera, parce que sinon, je suis en train de manger tout son temps et vos questions. Voilà. Alors, Vera, à votre tour, ma chère. Ah oui, merci. Donc ça, je vais reprendre. En fait, les idées que Christian et Catherine ont partagées vont se joindre dans ce que moi j'ai à dire. Et c'est vraiment, c'est ça, en retournant à cette idée d'infodémie. Et vraiment, il y a une vraie explosion, on peut dire, explosion scientifique. Ce matin, j'ai vérifié ça s'appelle LitCovid. C'est un portail de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. Qui en fait, toutes les publications qui sont indexées dans PubMed sont dedans. Et il y avait 18 791 publications. Et ça, c'est juste depuis décembre. Donc, vraiment, on produit les publications à une vitesse sans précédent. Et en plus de cette rapidité de la production des connaissances, il y a aussi l'accès à ces connaissances qui est maintenant, en fait, ouvert et gratuit pour tous. Donc, normalement, les résultats de recherche sont publiés dans des revues qui sont payants et même très coûteux. On peut y accéder seulement si nous sommes affiliés à une université ou un hôpital. Mais maintenant, la majorité des revues scientifiques offrent accès gratuit à leurs publications qui sont liées à la COVID-19. Donc, autrement dit, tout le monde peut avoir accès à l'étude en question qui est peut-être citée par nos décideurs ou nos journalistes. Et c'est vraiment, moi je trouve, c'est un pas géant vers science ouverte et vraiment pour que la science redevienne un bien commun, mais aussi qui nécessite des aptitudes de base en littératie scientifique. Et je pense, je vais essayer de raconter mon histoire très vite. Il y a quelques semaines, j'ai tombé sur quelqu'un qui partageait une publication qui venait d'un site web suisse et le titre était « Il s'agit d'une inflammation vasculaire systématique et non d'une pneumonie ». Donc, tout de suite, j'ai pensé « Ouh, il y a ce ton de certitude dans cette déclaration » et j'ai décidé de poursuivre la lecture. Sur le site web, en passant, il n'y avait pas de section qui nous sommes à propos de nous, ni mention de leur processus éditorial. Mais j'ai trouvé la mention d'un article qui est publié dans la revue scientifique The Lancet. Donc, en cliquant encore, j'ai découvert qu'en fait, c'est une observation basée sur une analyse post-mortem des 3 corps seulement. Donc, autrement dit, c'est vraiment un très, très petit échantillon et certainement trop petit pour être en mesure de tirer des conclusions ou de modifier nos connaissances. Et je ne suggère vraiment pas que tout le monde doit commencer à lire des études de recherche
originales seulement parce qu'ils sont disponibles, mais je pense que c'est important de savoir que c'est possible de le faire maintenant. Donc, si on veut suivre le fil et lire par nous-mêmes sur quoi se fondent les recommandations, par exemple, de santé publique ou à quoi les journalistes font référence, c'est possible. Les articles sont là et il y a aussi des ressources pour nous accompagner. Donc, il y a notre site, par exemple, qui explique les différentes méthodes et pourra aider à mieux comprendre ce qui a été fait. Il y a aussi des super ressources de l'agence Science Presse avec des questions à se poser quand on nous parle d'une étude scientifique. Et comme on a mentionné avant, sur notre site web, on a aussi une vidéo qui explique comment les articles scientifiques sont structurés et comment être plus critique. Donc, je vais aller très vite. Les différentes problématiques que je vois qui vraiment met en lumière pourquoi c'est important que nous sommes conscients et vigilants de notre rôle qu'on joue dans la communication et la diffusion des résultats scientifiques, que en fait, tous les processus de recherche est accéléré maintenant. Et comme on sait, normalement, la recherche est un processus qui prend du temps, et souvent beaucoup de temps. Maintenant, on apprend en fait sur le virus en temps réel. Les découvertes sont rapportées, même si c'est vraiment des observations avec des échantillons très petits. Les nouveaux résultats émergent qui peuvent contredire les résultats antérieurs. En même temps, il y a aussi tout le côté que les données même sont remises en question souvent. Peut-être je ne devrais pas dire souvent, mais les données sont remises en question pour leur véracité et on trouve des rétractions des articles, même dans des grands journaux comme The Lancet ou The New England Journal of Medicine. Et il y a aussi beaucoup de publications qui sont disponibles, sont des preprints. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est des études qui sont mises en ligne avant l'examen par les pairs. Donc, ce n'est pas révisé en fait, mais c'est déjà disponible. Donc, ça, c'est vraiment très important de savoir quand on va les consulter. Et je vais vous laisser avec une citation que j'ai traduite librement moi-même de Liz Neely de la revue The Atlantic, que j'ai vraiment aimé. Et ce qu'elle a dit, nous sommes tous des communicateurs scientifiques maintenant. COVID-19 nous a convoqués. La façon dont nous recherchons et partageons les informations peut soit améliorer les choses, soit les aggraver. Nous sommes tous des messagers. Merci. Tout à fait, merci. L'idée était de lancer un peu dans la mort des réflexions après avoir parlé plus concrètement de la démarche scientifique et d'un outil. Je suis désolée, vous aviez des questions, on ne pourra pas y répondre, on va essayer d'y répondre par la suite. Pour les interfaces disponibles et les questions plus précises sur la plateforme seront traitées après le webinaire. Merci de votre participation à tous. Merci les conférenciers et le RSPQ et l'Axtic et Santé nous avons donné cette opportunité-là de pouvoir discuter de tout ça et de présenter la plateforme. Donc, on conclut. Voulez-vous dire quelque chose en particulier? Ben non, rien de particulier, mais juste, je voulais vous remercier de nous avoir invités et de nous avoir offert ce webinaire, de pouvoir en fait discuter de notre plateforme, mais aussi de discuter de choses et d'autres en lien avec la littération recherche. Tout à fait. Et moi, je vous invite, puisque ça y est, la série est lancée, le webinaire numéro 1 est fait, le webinaire numéro 2 est le 11 juin qui s'en vient et traitera de notre réalité zoomesque, ou presque, du télétravail et de ses frontières. Et le 16 juin, nous aurons l'occasion de parler de télésanté et des deux visages de la télésanté, soit l'expérience patient et l'expérience professionnelle de la santé. Donc, on reviendra sur des considérations.
en espérant vous voir le 11 et le 16 juin si les sujets vous intéressent aussi. Merci beaucoup Vera, merci beaucoup Christian et à bientôt. Merci. Merci.